Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Voici les titres de votre journal. Moneval vient de publier un rapport de suivi de l'évaluation de Monaco encourageant dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le ministre des Finances et de l'Économie, Pierre-André Chiappori, sera notre invité ce soir. Adopter un robot sous-marin pour mieux comprendre l'océan, des élèves de seconde du lycée Albert Ier se sont lancés dans cette aventure scientifique menée en collaboration avec l'Ifremer. Sa récolte a débuté dernièrement. La truffe noire sera assurément une des invitées de vos repas de fête de fin d'année. Elle sera également la star d'un menu proposé au pavillon Monte-Carlo la semaine prochaine. Puis nous ferons plus ample connaissance avec Romain Picard. Il est créateur de contenu sur les réseaux sociaux et fait le buzz avec son compte Vivre Monaco. Moneval, le comité d'experts du Conseil de l'Europe sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, a publié aujourd'hui un rapport de suivi de l'évaluation de la principauté qui se révèle positif. Dans ses conclusions, le comité estime que Monaco a amélioré ses mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, démontrant des progrès significatifs dans le niveau de conformité avec les normes du GAFI. Pour mieux comprendre les enjeux et l'importance de ce rapport, Pierre-André Chiappori est notre invité ce soir. Le ministre des Finances et de l'Économie a reçu Patricia Navarro au ministère d'État. Monsieur le conseiller, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous recevoir alors que Moneval, qui regroupe le comité d'experts du Conseil de l'Europe sur l'évaluation des mesures de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, vient de rendre un rapport de suivi sur la principauté. Un rapport globalement très positif, vous allez nous l'expliquer, mais avant cela peut-être une contextualisation. En janvier 2023, Moneval a émis des recommandations, c'est cela? Oui, donc un rapport de Moneval publié en janvier 2023 portait sur l'attitude générale des institutions et les moyens mis par la principauté en service pour lutter contre le blanchiment, la lutte contre le financement du terrorisme et la prolifération. Et le rapport était assez critique. À la suite de ce rapport, nous avons été mis en suivi renforcé par deux organismes, d'une part Moneval et d'autre part le GAFI. Alors, peut-être faut-il éclairer un peu... Oui, le distinguo entre Moneval et GAFI. Oui, aussi, parce qu'on parle des deux et souvent on fait l'amalgame. Alors, le GAFI, d'abord, c'est une organisation internationale de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Moneval, comme vous l'avez rappelé, est une institution européenne qui travaille de façon très étroite avec le GAFI, mais qui dépend du Conseil de l'Europe. Et s'agissant du rapport qu'on vient de recevoir, les domaines étaient un peu différents. Le rapport de Moneval porte plutôt sur ce qu'en jargon on appelle la conformité technique. C'est-à-dire que les questions que pose Moneval, c'est vous êtes-vous donné les moyens, en termes juridictionnels, en termes institutionnels et en termes humains, de remplir vos obligations. Est-ce que vous avez les lois et les règlements qu'il faut? Est-ce que vous avez les institutions et les organismes nécessaires? Et ces institutions, les avez-vous dotées de moyens matériels et de moyens humains qui permettent de le faire? GAFI regarde à la fois la conformité technique, mais aussi ce qu'ils appellent l'effectivité. C'est-à-dire que la question... C'est la nuance. La question supplémentaire que pose le GAFI, c'est mais ces mécanismes, est-ce qu'ils marchent? Est-ce que ça vous donne des poursuites? Est-ce que ça vous donne des condamnations? Est-ce que ça vous donne des confiscations, etc. Donc le rapport Moneval, comme vous le rappeliez, porte sur les questions de conformité technique et il est très positif. Alors il est très positif parce que depuis janvier 2023, c'est une véritable petite armée qui s'est mise en marche en principauté pour relever le défi. Sous l'impulsion du prince souverain qui a considéré que c'était une priorité nationale et qui a introduit l'idée d'un, je le cite, mode commando. Dans le rapport Moneval de 2023, sur les aspects purement techniques, Moneval, de façon systématique, regarde 40 points, 40 aspects que dans le jargon, c'est des recommandations. Sur chacune des recommandations, il y a 4 notes possibles. Et il faut avoir une des 2 notes supérieures, largement conforme ou conforme. Et en revanche, il faut éviter les notes inférieures, c'est-à-dire non conformes ou partiellement conformes. Et dans le rapport de 2023, nous avions pas moins de 16 aspects pour lesquels nous avions une note insuffisante, c'est-à-dire de partiellement conforme. Mais les efforts ont payé. Aujourd'hui, ce rapport de suivi le démontre. C'est positif. Il y a eu un effort, et je voudrais souligner le fait que c'est un effort commun
Bon, évidemment de tous les services étatiques, du gouvernement, des services juridiques, de la police, etc., mais aussi du législatif, et le Conseil national a fait un travail énorme, et la collaboration a été parfaite. Oui, parce qu'il y a eu le vote de lois. Il y a eu 4 lois qui ont été votées, qui ont demandé des changements dans des textes existants, il y a eu des décrets d'application, des ordonnances, etc., un travail législatif énorme. Nous avons créé de nouvelles institutions, et la société civile a suivi, c'est-à-dire que les professionnels ont joué un rôle important. Écoutez, j'ai eu l'honneur de présider la délégation de Monaco lorsque nous étions allés au GAFI. J'ai rarement eu autant de sentiments d'une équipe, d'un groupe soudé dans lequel tout le monde allait dans le même sens. Et, comme vous le dites, ce travail coordonné, ce travail commun a payé, puisque aujourd'hui, dans ce rapport, sur les 16 points qui restaient en suspens, 15 d'entre eux ont été améliorés, c'est-à-dire que pour 15 d'entre eux, nous sommes maintenant soit conformes, soit largement conformes, qui sont les notes supérieures. Nous avions pris cet été l'initiative, qui était osée, de demander une requalification de 15 des 16 notes. Et bien, l'audace aussi a payé, parce qu'ils ont pris en compte le travail qui avait été fait, ils nous ont accordé les... Donc, au total, maintenant, nous avons sur 40 recommandations, 39 sur lesquelles nous sommes largement conformes ou conformes. Et la dernière, c'est quelque chose de très technique, ça concerne les actifs virtuels. Par exemple, les crypto-monnaies, qui est un sujet compliqué. Il n'y a pas d'activité de crypto-monnaie actuellement à Monaco. Nous allons évoluer là-dessus, mais nous sommes en liaison constante avec l'Union européenne pour essayer de suivre l'ensemble des pays dans la définition d'une législation appropriée. Et l'objectif, toujours en toile de fond, c'est de sortir de la liste grise du GAFI? Alors oui, la route n'est pas terminée, parce que d'abord, même pour Moneval, nous allons finir le 5e cycle d'évaluation Moneval, mais il y aura un 6e cycle qui aura lieu en 2030, ça a l'air loin, mais ce que l'expérience nous montre, c'est qu'il vaut mieux s'y préparer bien avant. Et puis à côté de ça, il y a le GAFI, et comme je l'ai dit tout à l'heure, le GAFI rajoute des considérations supplémentaires en termes d'effectivité. Donc nous avons encore à faire la preuve que ces mécanismes que nous avons mis en place, ces institutions que nous avons créées, elles donnent des résultats, et donc il faut que nous arrivions à des jugements, à des condamnations, à des... Donc nous avons fait un pas important, mais vraiment la route devant nous reste longue. Si tout va bien, nous avons 3 échéances, mai 2025, septembre 2025 et janvier 2026. Si tout se passe bien sur ces 3 échéances, nous pourrions espérer une sortie de la liste grise du GAFI à la prochaine séance plénière du GAFI qui aura lieu en juin 2026. Et qu'en est-il de la liste de l'UE ? Alors, pour la liste de l'UE, normalement, le passage sur la liste grise de l'Union européenne est habituel, je dirais presque automatique, dans le cas de pays en liste grise du GAFI, avec la seule exception des pays qui sont membres de l'Union européenne ou qui sont candidats à l'entrée dans l'Union européenne. Cela étant, nous sommes en contact constant avec l'Union européenne pour poursuivre ce dossier. Et vous l'avez dit, il ne faut donc pas baisser la garde, donc les efforts vont continuer et porter notamment sur la recommandation manquante pour l'heure ? Oui, sur la recommandation manquante, ça j'ai bon espoir. Nous suivons le mécanisme général de l'Union européenne. En fait, nous faisons partie du groupe de travail de l'Union européenne sur les crypto-actifs et sur les actifs virtuels. Et donc cette recommandation, ça va se faire. Nous avons à progresser dans le cadre du GAFI et des recommandations d'effectivité. Et inévitablement se trouvent en arrière-plan les questions fiscales. Et puis il y a toujours aussi parfois dans les esprits le fait d'associer Monaco à un paradis fiscal. Et ça, c'est vraiment aussi un peu le nœud du problème et ce contre lequel vous souhaitez lutter et clarifier les choses. Absolument. Ça fait partie des fantasmes dont je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi cette fixation. Un paradis fiscal, c'est quoi de nos jours? Les paradis fiscaux, c'est avant tout, vraiment beaucoup plus que tout le reste, des pays qui donnent un traitement privilégié aux entreprises qui viennent s'installer chez eux, ou en tout cas qui domicilient chez eux leurs bénéfices.
Autrement dit, il y a un certain nombre de multinationales qui utilisent des systèmes de prix internes, de valorisation de brevets, de valorisation de licences, etc., pour rapatrier leurs bénéfices dans le ou les pays pour lesquels la fiscalité des bénéfices des entreprises est la plus basse. On parle de dizaines, voire de centaines de milliards d'euros, et d'ailleurs c'est l'un des sujets les plus, sur lesquels l'OCDE travaille de façon tout à fait active. Ce n'est absolument pas le cas de Monaco. Monaco a le même impôt sur les bénéfices des sociétés que la France. Bon, à l'exception des sociétés qui font les 3/4 de leur chiffre d'affaires ou plus à Monaco, c'est-à-dire que les vendeurs de cartes postales du Rocher ne payent pas l'impôt sur les bénéfices. Mais sinon, pour les sociétés, nous ne sommes absolument pas un paradis fiscal. Et même sur l'impôt sur les personnes physiques, qui est beaucoup moins important que l'impôt sur les sociétés. Mais sur l'impôt sur les personnes physiques, un paradis fiscal, c'est un pays qui essaye d'attirer des résidents étrangers en leur accordant des facilités qu'ils n'offrent ou des avantages qu'ils n'offrent pas à leurs nationaux. Or, ce n'est pas du tout le cas à Monaco. À Monaco, tout le monde est logé à la même enseigne, les monégasques comme les étrangers, à l'exception des Français qui sont traités plus mal que tout le monde. Mais sinon, nous avons simplement tout. Personne qui vient s'installer à Monaco est soumise à la fiscalité monégasque. Il se trouve que nous n'avons pas d'impôt sur le revenu, mais ils payent la TVA, ils payent les frais de transactions immobilières, etc. Donc, cette idée de Monaco comme paradis, il y a des paradis fiscaux en Europe, et a fortiori en dehors de l'Europe, mais franchement, Monaco n'en fait pas partie. Monsieur le conseiller, merci de nous avoir reçus donc aujourd'hui, alors que ce rapport Moneval, rapport de suivi positif, a été publié, parce que des explications sont toujours bienvenues effectivement pour le plus grand nombre dans ce dossier. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous avez pu la suivre en direct sur notre antenne lundi 9 décembre. La messe pontificale donnée à l'occasion de la fête de l'Immaculée Conception a été célébrée par l'archevêque de Monaco, Monseigneur David, en présence de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II hier. Elle a été suivie de la traditionnelle procession dans les rues du Rocher avec un passage devant le palais princier, encadré par les pénitents de l'archiconfrérie de la Miséricorde. Depuis l'an dernier, cette manifestation prend un relief particulier avec la participation de l'orchestre des carabiniers du Prince qui accompagne la messe et la procession. À noter que la fête de l'Immaculée Conception est un jour doublement particulier puisqu'il s'agit également de la fête patronale de la cathédrale et de l'archiconfrérie de la Miséricorde. Voilà maintenant un siècle qu'il œuvre pour préserver l'héritage et le patrimoine culturel de la Principauté. Le Comité national des traditions monégasques fête cette année ses 100 ans. À cette occasion, le Prince Albert II a visité hier le musée du Vieux Monaco qui doit ouvrir ses portes officiellement début janvier après des travaux d'agrandissement. Le prince souverain a pu découvrir en avant-première une exposition temporaire qui résume l'histoire du comité depuis sa création. Claude Manzon nous rappelle les principaux engagements du Comité national des traditions monégasques qu'elle préside. Elle est au micro d'Émilie Flamin et d'Alexandra Marangoni. Maintenir, raviver toutes les traditions, quelles qu'elles soient religieuses ou qu'elles soient folkloriques, populaires. Ensuite, promouvoir notre langue monégasque, très important. Il faut que, avant c'était une langue qui était simplement orale, donc il a fallu la transcrire pour qu'elle puisse passer des générations à génération. Il faut transmettre parce que si c'est pas les anciens qui essayent de transmettre aux jeunes, les anciens après, malheureusement c'est la vie de tout le monde, c'est de disparaître. Et donc il faut que les jeunes prennent conscience que c'est important de pouvoir transmettre toutes les traditions de son pays. C'est notre identité nationale, quoi. C'est notre identité. On est un petit pays, donc on veut conserver tout ce qui fait notre identité, la langue, les traditions religieuses, les traditions populaires. Au lycée Albert Ier, une classe de seconde s'est lancée dans un voyage éducatif au cœur des mers et des océans. Le projet, baptisé Adopt a Float, est proposé par l'Institut de la mer de Villefranche. En adoptant une balise flottante, les élèves vont pouvoir recueillir des données environnementales, une nouvelle approche pédagogique qui va permettre aux lycéens d'être acteurs dans ce projet. Les détails dans ce reportage d'Alban Jean-Jambre et Jean-Alexandre Dordet. Parmi les milliers de balises sous-marines, le lycée Albert Ier vient d'adopter la sienne. Baptisé Prince Albert Ier, ce robot va arpenter les profondeurs de la mer Méditerranée tout en récoltant des données scientifiques. Si vous cliquez dessus, vous voyez son tracé. Alors nous, l'objectif,
c'est que tout simplement, vous allez voir avec les scientifiques en biologie marine, vous allez analyser ces données qui peuvent être de l'ordre température, salinité, degré de chlorophylle. Les élèves, sous la supervision d'experts en biologie marine, vont analyser ces données durant l'année. Objectif, sensibiliser les élèves aux enjeux environnementaux en les rendant acteurs de cette récolte de données. Qu'ils aient une connaissance beaucoup plus accrue sur le monde des océans et notamment qu'ils voient la démarche scientifique qui est derrière et surtout qu'ils puissent avoir un sens aux données qui sont par exemple données lors du GIEC ou lors des COP. Durant toute l'année, les élèves participeront à différentes activités accompagnés par des acteurs locaux. Qu'ils se rendent bien compte qu'il y a des acteurs qui sont très proches d'eux, qui ont cette vocation de sensibiliser à la préservation des océans et peut-être, qui sait, qui deviennent des disciples du prince Albert Ier. Au terme de cette expérience, la classe de seconde espère pouvoir participer à la conférence des Nations Unies sur l'océan à Nice en juin 2025. C'est un mets de choix pour les repas de fête de fin d'année qui permet de sublimer nos plats. La truffe noire lance sa saison et il paraît cette année qu'elle va une nouvelle fois ravir les gourmets. Au pavillon Monte-Carlo, le restaurant de Yannick Aleno, ce diamant noir sera à l'honneur la semaine du 16 décembre avec un menu spécial que nous avons eu la chance de découvrir en avant-première. Marie Bonnet-Blanc et Camille Caloni vous donnent l'eau à la bouche. La truffe noire du Périgord vient d'arriver au pavillon Monte-Carlo. Le chef a imaginé tout un menu autour de ce diamant noir de la gastronomie en la travaillant de différentes façons. Alors on peut l'infuser dans des sauces, on peut l'infuser aussi dans la crème de mascarpone où on l'aura avec le brillat savarin. On peut aussi la râper crue. On aura aussi un dessert à la truffe noire. Donc là on a fait infuser dans la glace et c'est servi avec une ganache chocolat noir, une crème légère au chocolat noir, le tout dans une cristalline aussi chocolat. Donc là on est plus sur une association un peu plus audacieuse, donc dessert truffe noire. C'est la meilleure saison pour ça, on est sorti de la chasse, là on arrive dans les truffes noires, c'est gourmand, c'est réconfortant, c'est les meilleures saisons pour un cuisinier. Un accord mets et vin qui va ravir les plus gourmands d'entre vous. En salle, on se prépare afin de faire découvrir au mieux ce produit de haute qualité aux clients. Le présenter, on le présente visuellement, surtout ce produit-là doit être visible. C'est quelque chose qu'on aime bien présenter directement aux clients. Donc à cette occasion, nous avons un menu truffe noire. Donc tous les plats seront composés de cette truffe. On retrouvera notamment le foie gras de canard avec une gelée de coin. On va retrouver la raviole également de Saint-Jacques avec un médaillon de truffe noire. On va retrouver un brillat savarin également autour de la truffe. Donc voilà, ce sera une occasion de célébrer ce produit avec nos clients et avec les équipes ici au restaurant. Entrées, plats, desserts, 6 créations truffées vous seront proposées dans ce menu spécialement créé pour la semaine de la truffe qui se déroule du 16 au 22 décembre. Côté tarif, comptez 240 € par personne. Son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais ses comptes sur les réseaux sociaux sont suivis par en tout près d'1 million de personnes. Romain Picard est créateur de contenu. Depuis plusieurs mois, il livre sa vision de la principauté via de courtes vidéos publiées sur Vivre Monaco et elles font le buzz. Ce soir, Romain Picard est notre invité du JT. Bonsoir. Bonsoir. La vie en rouge et blanc, voilà comment vous décrivez votre compte dans votre bio Instagram. C'est le but de vos comptes sur les réseaux sociaux, montrer la vie à Monaco? Oui, absolument, montrer la vie à Monaco, mais vraiment sous tous ses angles, que ce soit du quartier de Fontvieille au quartier de Monte-Carlo, en passant par le quartier de la Condamine. Et comment vous est venue l'idée de créer ce compte ? Alors c'est une idée qui me trottait déjà depuis un petit moment lorsque j'ai découvert pour la première fois Monaco. En 2017, j'ai voulu montrer un petit peu la vie à Monaco comme on avait rarement l'habitude de la voir sur les réseaux sociaux puisque très souvent on voyait les voitures de luxe, la place du casino et j'avais envie de montrer un autre aspect de Monaco, notamment la place d'Armes, le marché de la Condamine, des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir sur les réseaux sociaux finalement. Ouais, c'est Monaco au-delà des clichés. Hein. Exactement, c'est tout à fait ça. Mais quelle est votre histoire, Romain? Vous êtes de Monaco, vous avez grandi en principauté ou vous êtes juste un amoureux de Monaco?
Alors je suis juste un amoureux de Monaco. À l'origine, moi je suis de Paris, je suis né, j'ai grandi, j'ai vécu, j'ai travaillé à Paris. Je suis arrivé dans la région l'année dernière, en avril 2023 précisément. Et voilà, et j'ai découvert progressivement Monaco et j'ai voulu faire découvrir Monaco par rapport à ce que moi j'ai pu vivre aussi ici. Mais voilà, mes origines sont à Paris normalement. Et on découvre Monaco donc à travers vos yeux car c'est votre particularité. Vous vous filmez avec le portable à la main mais aussi avec des lunettes un peu spéciales. Exactement, avec des lunettes qui vont me permettre de filmer. Alors c'est super pratique parce que ça me permet d'avoir les mains libres et à partir de là, moi je vais pouvoir montrer un petit peu de façon très spontanée la vie à Monaco. Alors ça peut un peu surprendre parce que on croise quelqu'un qui parle tout seul dans la rue avec des lunettes, mais c'est vraiment super pratique. Ça me permet de filmer. Il y a un micro qui est intégré, donc ça me permet aussi de prendre ma voix et puis après via une application, moi je transfère ça sur mon téléphone et je fais mes petits montages. Et on vous voit rarement sur les images, c'est un parti pris ? Oui, c'est un parti pris parce que je me suis toujours dit que j'étais finalement le personnage secondaire de mon contenu, même si ces derniers temps, c'est vrai que je me montre un petit peu plus. Mais j'avais d'abord envie de montrer Monaco et ensuite de montrer ma personne finalement. 40 000 abonnés sur Instagram, 40 000 abonnés également sur TikTok. Est-ce que vous attendiez à un tel engouement ? Non, franchement non, je vais vous dire la vérité, pas du tout. Je m'attendais pas à ce que ça monte, aussi vite. Je suis extrêmement touché en fait, c'est très gratifiant et ça motive en fait pour la suite. Surtout que j'ai des retours au-delà des réseaux sociaux, que ce soit dans la vraie vie, même dans les rues de Monaco, des gens qui vont me croiser, me reconnaître et me dire, voilà, me féliciter pour le contenu. Et très souvent, ça les aide aussi, notamment pour connaître des adresses qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de connaître ou de voir. Donc c'est extrêmement gratifiant. Et non, franchement, je ne m'attendais pas à un tel engouement et aussi rapidement. Et du coup, Romain, quel est votre quartier préféré à Monaco ? C'est le quartier de la Condamine, hein, mais vraiment sans aucun doute, avec sa place d'armes et le marché où je vais manger régulièrement. C'est vraiment pour moi the place to be et c'est le quartier qui m'a le plus marqué quand je suis arrivé à Monaco. Et s'il y avait un moment à conserver de l'année 2024 que vous avez vécu ici en Principauté, lequel serait-il ? Je pense que ce serait vraiment toutes les opportunités que j'ai eues et que Monaco finalement m'a donné. Je pense que la dernière en date finalement ça a été l'inauguration de Mare Terra. J'ai trouvé ça assez dingue en fait que je puisse être invité à ce genre d'événement qui vraiment à mon sens c'était quelque chose que je suivais déjà depuis un petit moment et qui me semble être vraiment un événement majeur en fait à Monaco. C'est voilà, c'est cette image de toutes ces choses que j'ai eu l'occasion de voir à Monaco et aussi toutes ces personnes que j'ai eu l'occasion de rencontrer, c'est vraiment un honneur incroyable pour moi, quoi. Eh bien, merci beaucoup Romain Picard d'avoir été notre invité ce soir. Et puis on le rappelle, on peut vous suivre donc sur les comptes TikTok et Instagram Vivre Monaco. Merci beaucoup. Grand merci à vous. Connaissez-vous les bienfaits de la luminothérapie ? Il se dit qu'elle améliore l'humeur, le sommeil ou encore la concentration, un coup de boost parfois nécessaire pour lutter contre le blues hivernal. À Monaco, des chercheurs du groupe Zepter International ont développé une nouvelle technologie, une forme révolutionnaire de luminothérapie, l'hyperlight. Tout ceci est résumé dans un livre paru dernièrement. Plus de détails dans ce reportage de Fabien Bonilla et Thomas Deus. Tout part d'une molécule, le fullerène C60, autrement dit une sphère composée de 60 atomes de carbone. Des chercheurs du groupe Zepter ont décidé d'en faire ce que l'on appelle de la luminothérapie hyperlight, qui aurait de nombreux bienfaits. La molécule fullerène C60, c'est une molécule qui a été découverte il n'y a pas très longtemps, en 1985, pour laquelle les chercheurs ont obtenu le prix Nobel en 1996. C'est une molécule qui a des caractéristiques, on va dire, quantiques, puisqu'elle vibre 18 milliards de fois par seconde. Et donc, tout type de lumière qui va traverser cette molécule va être transférée, je dirais, dans une lumière thérapeutique, qui, en fait, permet de guérir pas mal de maladies, notamment des maladies cutanées, comme l'herpès, comme l'acné, comme le psoriasis, mais aussi des douleurs d'articulation ou des douleurs issues des maladies rhumatoïdes. Et aussi des problèmes de dépression. Cette lumière, en fait, permet de guérir vraiment sans effet secondaire.
Cette luminothérapie se décline sous forme de lampes Biotron, mais aussi de lunettes de soleil Hyperlight, dont la molécule est incrustée dans les verres. C'est le même principe, donc tout type de lumière, que ce soit la lumière du soleil ou de l'intérieur, à travers les verres de ces lunettes, va être transférée dans une lumière qui est bénéfique pour le cerveau déjà, parce qu'on a pu observer que certaines hormones dans le cerveau vont être modulées, c'est-à-dire ils vont être augmentés, donc vous allez mieux dormir, vous allez réfléchir plus vite et vous allez même vous sentir mieux, il y aura beaucoup moins de problèmes d'anxiété et de dépression. Des lampes, des lunettes, mais aussi des crèmes cosmétiques à base de fullerène C60. La société Zepter International a déjà vendu plus de 3,5 millions de dispositifs de luminothérapie Hyperlight dans le monde. Pour mieux faire comprendre au public et aux spécialistes ce que peut apporter cette luminothérapie Hyperlight, le docteur Bart De Wever et Myriam Willems ont coécrit un livre. Ce livre, c'est un livre qui parle d'une technologie qui est unique au monde, qui est accessible à tous à la base de la molécule de fullerène, que nous décrivons dans le livre sous forme de différents produits, donc de lampes, de lunettes et de cosmétiques, donc, qui contiennent la molécule de fullerène qui va générer une hyperlight quantique qui a des propriétés extraordinaires sur la santé, notamment pour la guérison des plaies, la cicatrisation des plaies, les problèmes dermatologiques et tout ce qui est dépression saisonnière, donc les troubles affectifs saisonniers, et les dépressions, le vieillissement cutané. Donc il y a de nombreuses études de cas, tout est documenté dans notre livre. La luminothérapie Hyperlight, une avancée pour guérir et améliorer votre bien-être aux éditions JDH, a été écrit en 16 langues et est disponible dans une 60aine de pays. Coup de projecteur à présent sur une artiste monégasque qui sort vendredi son premier EP. Elle s'appelle Shadav et nous propose un voyage sonore aux accents folk et où basse, guitare, batterie et piano s'entremêlent. Pour réaliser son projet, la chanteuse a pu bénéficier du soutien financier du gouvernement princier et de la Sogeda. Le portrait de Shadav est signé Émilie Flamin et Alexandra Marangoni. Dark outside, there's one more heart. Cela fait maintenant 10 mois que Charlène, Clément, Adrien et Joanne travaillent sur le premier album de Shadav. Et vendredi, il verra enfin le jour. On est super excités. Voilà. C'est vrai qu'après 9-10 mois de travail, à être tout le temps à fond dedans, c'est un petit peu dur au bout d'un moment d'être objectif et je pense qu'il faut prendre du recul aussi avant que ça sorte. Mais là, quand c'est à l'approche de la sortie, on a juste trop hâte de voir comment le projet va être reçu par les auditeurs. L'album s'intitule Open Heart, 4 titres dans lesquels Charlène ouvre son cœur à ses auditeurs. Moi, je me livre vraiment dans cet album comme dans un journal intime, mais je pense que c'est très complémentaire en termes de composition. On a exploré des nouvelles sonorités pour avoir travaillé avec toi l'année dernière. On a sorti quelque chose de très électro, pop. Là, on est vraiment parti sur toute autre chose, quelque chose de plutôt folk, rock. Et chaque morceau a sa patte, mais s'inscrit dans un même style. Charlène est arrivée au début avec ses compositions et je les ai arrangées pour tout le groupe. Et donc on les a maquettés au début pour travailler dessus. Une fois qu'on avait bien fixé tout ce qu'il y avait à faire, qu'on savait ce qu'on allait jouer, on a commencé à l'enregistrer, une partie ici, une partie en home studio. Et ce groupe ne s'est pas formé au hasard. Après des années au conservatoire et une forte amitié, il était évident pour eux de faire ce projet ensemble. C'est trop bien de travailler, de jouer avec ses amis. C'est déjà un privilège énorme. Et surtout, dans le domaine musical, quand on arrive vraiment à chacun inscrire sa patte autour d'un même projet, c'est quelque chose d'énorme. Et c'est assez inexplicable. On se connaît depuis déjà un moment, on sait comment on joue chacun de notre côté, on a un certain niveau sans vouloir nous mettre là-haut évidemment, pas du tout. Mais voilà, on sait comment se répondre et on sait comment les autres vont nous répondre aussi quand on joue. Donc. Et qui dit album dit tournée. La première date se déroulera à Monaco au Moods le 20 février prochain.
Dans le reste de l'actualité en bref et en images, la délégation de Monaco de l'Ordre des Saint-Maurice et Lazare a fait don aujourd'hui de 10 fauteuils roulants au centre hospitalier Princesse Grace. Un geste qui vient en soutien aux personnes qui en auront besoin. Cette remise s'est effectuée en présence notamment de Son Altesse Royale le Prince Emmanuel Philibert de Savoie, dont la famille est à l'origine de la fondation de l'Ordre des Saint-Maurice et Lazare il y a plus de 450 ans maintenant. Un message qui s'adresse à présent aux adhérents de l'Amicale des aînés monégasques. Les friandises de Noël sont à retirer au siège social de l'Amicale au foyer René 3 au 1 avenue de la Quarantaine le lundi 16 décembre de 14h30 à 17h. N'oubliez pas de vous munir de votre carte de membre à jour. Jetons un coup d'œil à présent à vos prévisions météo. Bonsoir Alban Jean-Jambre, est-ce que vous avez de bonnes nouvelles à nous annoncer pour la journée de mercredi ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Demain, le ciel restera sensiblement le même qu'aujourd'hui en principauté, à l'exception peut-être de nuages un peu plus denses et d'un vent plus fort. Il fera beau malgré tout et les températures seront comprises entre 8 degrés le matin et jusqu'à 13 degrés l'après-midi. Et pour cette journée du mercredi 11 décembre, nous fêterons les Daniels. Merci Alban et merci à vous de nous avoir suivis en ce mardi 10 décembre, une journée particulière pour le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella qui ont fêté aujourd'hui leurs 10 ans. Bon anniversaire à eux. Ils sont mis à l'honneur ce soir par les photographes de la direction de la communication. Dans quelques instants, retrouvez Culturama proposé par José Sacré. Excellente soirée à tous sur Monaco Info.